matin, Le 7-9. Mathieu Béliard. 8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, l'ambassadeur de Turquie en France, Ali Onaner. Bienvenue à vous et bonjour monsieur l'ambassadeur Ali Onaner. Merci de me recevoir. Bonjour. Vous êtes en poste en France depuis 1 mois et demi, diplomate turc parfaitement francophone, on va avoir l'occasion de le constater. Vous êtes décrit, monsieur Onaner, comme étant un ami ou du moins une connaissance du président Emmanuel Macron que vous avez connu à l'ENA, vous avez fait partie de la même promotion. Est-ce que ça peut faciliter les choses pour tenter de pacifier les relations compliquées entre la France et la Turquie ? Oui, bien sûr, ça peut faciliter, mais ce n'est pas le seul élément. La raison pour laquelle je suis très optimiste pour que les relations puissent retrouver le niveau souhaité, c'est que au plus haut niveau, entre les deux présidents, cette volonté a été exprimée, notamment le 2 mars, quand nous avons eu une conversation par vidéoconférence entre les deux présidents, où il y avait une réelle expression d'empathie l'un envers l'autre, sans que tous les sujets de différence soient dépassés, mais une réelle volonté de mieux comprendre. Et cela me permet d'être optimiste pour le futur. On va parler justement de ces sujets de différence, comme vous dites, mais pour pacifier les relations, l'histoire a une place essentielle. Le président américain Joe Biden a reconnu le génocide arménien. C'est la première fois que ce mot est prononcé par un président US. Pourquoi le président turc Erdogan parle de propos contraires à la réalité ? Le terme génocide, de nos jours, est de plus en plus utilisé à tort et à travers. La position de la Turquie est qu'il faut se tenir à la définition purement juridique de ce terme. Cela n'empêche pas, bien sûr, la Turquie d'exprimer une compassion sincère que vous pouvez notamment voir dans le message de condoléances envoyé par le président de la République chaque 24 avril aux représentants de la communauté arménienne en Turquie. La compassion est une chose, mais le génocide arménien est reconnu par plus de 20 pays, de nombreux historiens. Mais par rapport au terme génocide, j'ai dit qu'il fallait se tenir à la définition purement juridique et qu'aujourd'hui, on constate de plus en plus une utilisation abusive de ce terme. Notamment, je sais qu'en France, vous n'acceptez pas qu'on utilise le terme génocide pour ce qui s'est passé en Algérie avant l'indépendance. C'est la même chose en Turquie. Vous comparez cet épisode de l'histoire à ce qui s'est passé entre les Turcs et les Arméniens, c'est la même chose pour vous ? C'est deux choses différentes, mais le seul point commun entre ces deux événements, c'est que cela ne correspond pas à la définition purement juridique du terme génocide. Mais quelle est votre définition ? Parce que quand on ne nie pas des massacres d'Arméniens, vous ne le niez pas durant la Première Guerre mondiale, pourquoi continuer à masquer la réalité du mot génocide ? Qu'est-ce qui vous dérange ? Le mot génocide a une définition juridique très stricte qui figure dans la Convention de 1948. Sortons des arguties juridiques, monsieur l'ambassadeur. Regardez l'histoire de manière apaisée, est-ce que ce n'est pas reconnaître cela ? Pas avec un terme qui ne correspond pas juridiquement. Le président, en tous les cas turc, Erdogan, a dénoncé par cette décision du président américain une ingérence dans les affaires turques. En quoi reconnaître cette page serait une ingérence de la part de Joe Biden ? Utiliser ce terme, qui n'est pas le bon terme juridiquement, est une politisation. Et d'ailleurs, nous avons tous, le monde entier, critiqué le fait que le président Trump soit un populiste. Par cette décision d'utiliser un terme qui ne correspond pas juridiquement, M. Biden a fait du populisme qui a même dépassé quelques excès de M. Trump. Donc c'est pour ça que la Turquie a protesté contre l'utilisation de ce terme. Il a parlé d'ingérence. Mais il faut dire qu'en matière d'ingérence turque, vous en savez quelque chose. J'en sais quelque chose parce que nous subissons des critiques injustifiées à ce sujet-là. Des critiques de la part du plus haut sommet de l'État en France, hein ? Le président Emmanuel Macron qui a parlé de ces tentatives d'ingérence en France dans les affaires françaises, vous le niez ? Non seulement je dis que c'est inexact, ce n'est même pas nié. J'affirme que c'est inexact. Et que ça n'a jamais existé. Et je l'ai déjà dit, le président a été probablement induit en erreur. Ça n'a jamais existé, monsieur l'ambassadeur ? Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Alors je vais vous donner un exemple. Et donc, le président a sûrement été induit en erreur pour aller jusqu'à dire que la Turquie interviendrait dans les élections en France. C'est absurde puisque il n'y a aucun parti politique, aucun candidat en France qui serait plus pro-turc qu'un autre. Exemple, puisque vous m'avez dit que ça n'a jamais existé.
Je pense que le parti Égalité-Justice a déjà existé en France. Il a été créé par des membres de réseau pro-Erdogan, un parti islamo-conservateur. Ça n'a pas existé ? Alors ça, c'est un très bon exemple pour justement comprendre ce qui a été mal interprété. Très bien. Parce que des citoyens français peuvent choisir de faire de la politique en France, peuvent choisir de fonder un parti. Ces mêmes citoyens français, s'ils sont d'origine turque, peuvent être proches d'une certaine ligne politique en Turquie. L'essentiel par rapport à cet exemple... Et ça ne s'appelle pas de l'ingérence. Donc là, vous me confirmez qu'il y a eu un parti avec des gens qui avaient une ligne proche du président Erdogan. Ce n'est pas de l'ingérence ? Ça aurait été de l'ingérence si c'était par décision de la Turquie. Mais c'est des individus français qui ont choisi de faire cette offre politique qui d'ailleurs, c'est ce qui est le plus important à noter, n'a pas eu de succès. Donc ça c'est une... Peu importe la suite de l'aventure. Mais monsieur l'ambassadeur, vous dites une offre politique et religieuse parce que ce parti, c'est un parti islamo-conservateur, vous ne le niez pas. Alors l'offre politique de ces citoyens français ressemblait beaucoup à votre description. Mais ce sur quoi j'insiste, c'est que ça n'était pas dirigé par le gouvernement turc. Millî Görüs est une organisation islamique turque, proche des frères musulmans, vous ne le niez pas. Millî Görüs est une organisation française et le seul lien qu'ils ont avec la Turquie, c'est que les citoyens français qui ont fondé cette association il y a près de 50 ans se trouvent être d'origine turque. C'est leur seul lien avec la Turquie. Oublions alors le drapeau, mais ma question c'est Millî Görüs n'a rien à voir avec l'islam politique ? Millî Görüs met en avant les questions religieuses. Mais Millî Görüs est une association qui, sauf erreur de ma part, ne fait pas de politique en France. Alors pourquoi, monsieur l'ambassadeur, cette organisation, donc qui n'a rien à se reprocher à vous entendre, qui n'a rien à voir avec l'islam politique, qui n'a aucun agenda politique, pourquoi ces responsables ne signent-ils pas la charte des principes de l'islam de France ? Cette charte est une charte proposée, c'est pas un document officiel. C'est pas Vraiment ? un document. Ce n'est pas officiel. Alors je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas officiel. Parce que le ministère de l'Intérieur ou les autorités françaises ne s'approprient pas ce document. Ce document a été demandé aux fédérations musulmanes et les fédérations musulmanes étaient censées la préparer, la négocier entre elles et ça venait des fédérations musulmanes. Et certaines... Monsieur l'ambassadeur, cela a été négocié avec des fédérations musulmanes, on connaît un peu le processus, beaucoup l'ont signé, d'autres pas, dont Millî Görüs. Est-ce que c'est l'article 6 de cette charte qui vous dérange ? Parce qu'elle précise que des associations ou organisations doivent condamner en France l'islam politique. Est-ce que c'est un obstacle pour vous ? Je vais vous dire très clairement, moi je n'ai aucun commentaire à faire sur cette charte. Personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de maladresse dans cette charte, mais qu'il n'y a rien qui empêcherait sa signature. Quelle maladresse ? Moi, si on me demandait mon avis personnel, cette charte ne pose pas un problème particulier à être signée, mais les associations, les fédérations, dont 2 Turcs, qui ont décidé de ne pas la signer, ne reçoivent pas d'instructions ni de l'ambassade, ni des autorités turques. L'ambassadeur turc que vous êtes, est-ce que ça lui pose un problème qu'une association ne signe pas une telle charte, je le précise, pour les principes de l'islam en France, qui a été signée par d'autres organisations et qui s'inscrivent ainsi dans un projet républicain ? Il faut bien écouter les raisons expliquées pour lesquelles... Donc vous justifiez cette non-signature ? Pour justifier cette non-signature. Ça les concerne. Si les autorités françaises attachent une importance à ce que cette charte soit signée, c'est aux autorités françaises de convaincre les associations qui n'ont pas signé. Moi, j'ai exprimé de manière claire que je n'ai pas d'objection à ce que cette charte soit signée. Est-ce que vous encouragez, monsieur l'ambassadeur, à l'intégration, voire même à l'assimilation des Français d'origine turque ? Nous encourageons depuis des années l'intégration des citoyens turcs, des Français d'origine turque. Nous les encourageons à poursuivre leur éducation dans l'école républicaine. Nous les encourageons à suivre et à vivre donc toute la vie en comme tant elle que se vit
et en tant France. que Français. Mais alors pourquoi et- le président Erdogan les voit parfois ou se voit comme un défenseur des musulmans qu'il considère opprimés, notamment en France, par un système islamophobe? Et permettez-moi, c'est pas une interprétation, de vous lire cela. Une campagne de lynchage semblable à celle contre les Juifs d'Europe avant la Seconde Guerre mondiale est en train d'être menée contre les musulmans lundi 26 octobre. Et l'auteur de ces lignes n'est autre que Recep Tayyip Erdogan. Les critiques du président reflètent les inquiétudes sincères qu'il a par rapport à des annonces faites. Et il faut prendre ces critiques comme parfois d'autres critiques que nos partenaires européens souhaitent exprimer. La critique est une chose, il faut l'entendre. Souhaitent Mais un exprimer système par rapport islamophobe, monsieur l'ambassadeur. par rapport à ce qui se passe en Turquie. Cette inquiétude, cette perception qui est exprimée dans cette critique est à prendre en compte donc nos je me permets de préciser, est-ce une critique ou est-ce que vous considérez que la France a mis en place par rapport aux musulmans, quel que soit donc d'où ils viennent, de Turquie ou d'ailleurs, est-ce que vous considérez qu'elle a mis en place aujourd'hui un système qui agresse les musulmans et un système islamophobe selon les propos du président turc? Je constate tout simplement que certaines mesures prises ont été perçues comme islamophobes, non pas seulement en Turquie, mais dans beaucoup d'autres endroits. Ensuite, ce n'est pas à moi de juger ce qui est légalement islamophobe ou pas, mais je trouve ça utile pour les autorités françaises de prendre en compte cette perception d'islamophobie venant du monde entier. Vous savez que l'islamophobie n'existe pas en tant que telle. L'essentiel, c'est souvent la perception. Et si, tout en n'ayant pas de volonté islamophobe, la France se retrouve être perçue comme islamophobe, il y a donc une attention à porter sur la question. Je voudrais qu'on conclue, monsieur l'ambassadeur, par le cas de Fabien Azoulay. C'est un détenu français en Turquie depuis 4 ans, condamné à plus de 16 ans pour consommation de drogue, mais aussi de trafic à cause d'une quantité importante de stupéfiants qu'il a commandé et dont les proches ont décrit des conditions de détention terribles. Vous avez eu l'occasion de vous exprimer à ce sujet de manière très directe. Vous l'avez d'ailleurs transféré dans une autre prison. Pourquoi ne pas faciliter ou accélérer son transfèrement en France aujourd'hui ? Son transfèrement avance de la manière la plus rapide possible. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'un trafiquant de drogue soit privilégié par rapport à d'autres détenus français qui attendent un transfèrement et surtout, et de la même manière, par rapport à des détenus turcs en France qui eux aussi, parfois depuis 4 ans, attendent leur transfèrement. Vous avez raison, monsieur l'ambassadeur, mais est-ce que des détenus turcs en France qui demandent aussi leur transfèrement, et on peut le comprendre, est-ce qu'à votre connaissance, ils auraient subi des sévices sexuels? Est-ce qu'à votre connaissance, ils ont reçu une casserole d'eau brûlante par un autre détenu, comme c'est le cas de ce détenu français en Turquie? Alors ça, c'est des cas de violence exercés par un codétenu. Et ce codétenu a été placé et il rend des comptes par rapport à cette violence. Et M. Azoulay a été changé de prison. Ce que je veux ajouter, c'est qu'aujourd'hui, les conditions de détention en Turquie sont de niveau égal ou supérieur à la moyenne européenne. Et le risque de violence entre codétenus existe, mais la moyenne de violence dans les prisons turques est inférieure aux cas rencontrés en France. Donc M. Azoulay n'a aucune inquiétude à avoir en attendant la date de son transfèrement. Bon, on aura l'occasion de suivre ce dossier en tous les cas. Merci monsieur l'ambassadeur Ali Onaner, merci d'avoir répondu à toutes les questions directement ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous et à nos auditeurs évidemment. Merci.